Alors, on est parti pour parler donc de la foresterie pour l'épisode 2. Oui. Parce qu'on avait tellement de contenu qu'un épisode suffisait pas. Donc, cet épisode-ci s'appelle « Sortir du bois Ouais, ». Parce qu'on t'a sorti du bois pour que tu viennes à l'émission. exactement. Oui, un vrai dur de dur. T'es un vrai ermite. Ah oui. Non, mais en fait, c'est la première partie, le bois a été bûché, puis là, ben, on va le sortir du bois. Ouais. Donc, je voulais qu'on commence avec un petit extrait qui vient de la Côte-Nord, qui s'appelle « Transport aérien du bois » du fonds P026, fonds QNS de la Société historique de la Côte-Nord. C'était un système qui était mis en place parce que je pense que c'était surtout à cause que c'était beaucoup montagneux. OK. C'était comme un remont-de-pente de ski, mais pour les billes de bois. J'ai parlé à un ami, son grand-père travaillait là-dedans et puis il me disait que ça a révolutionné ça pour sortir le bois, justement. J'ai pas le nom en tête. Ben, c'est parce qu'on le voit, là, tu sais, comme les obstacles qui franchissaient comme ça aurait été impossible de faire un chemin, là. C'était vraiment une pente abrupte. Il y en a encore en Côte-Nord, a priori, on voit encore des vestiges de ça. De ça, ben sûrement, là, ça durait... c'était long. Ils devaient être contents, les gars, hein, quand même. Du jour au lendemain, on leur dit hey, c'est fini de transporter ça. Les chevaux aussi devaient être contents. C'est quelque chose. Hein. Apparemment, il y avait très peu de pertes là, en chemin. Les billes restaient quand même en place. Une chance. Je sais pas s'ils ont attendu qu'il y ait de la belle petite neige collée dans les branches pour que ce soit beau, parce que c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, hein. On penserait même que l'hiver est agréable. Un beau ciel bleu. Mm-hmm. Encore une fois, ça a été tourné ça au mois de août, de mémoire. Ça, les B12, bombardiers B12. Tu sais pourquoi on appelle ça un B12? Moi, j'appelle ça un snow. Parce qu'on pouvait être 12 dedans. Ah, OK. T'as le B9, le B12. Hein. Puis c'est Armand Bombardier qui a créé ça. C'est des moteurs Ford. Moteur 4 litres Ford, 75 chevaux. Ça allait à 50 km/h sur route dure, donc les routes glacées qu'on voyait tout à l'heure. Et ça a clairement révolutionné le transport de bois et aussi pour les travailleurs du bois parce qu'ils étaient capables de parcourir des distances sans avoir soit à marcher, soit à être à cheval et en ayant chaud. J'aimerais savoir s'il y en a qui sont déjà montés là-dedans. J'ai lu qu'il y avait un système de chauffage au diesel à l'extérieur qui pouvait chauffer la cabine. C'était pas comme nous, un chauffage où genre c'était comme une génératrice qui soufflait de l'air chaud. Là, on parle vraiment de comme une génératrice au diesel qui te garoche de l'eau chaude, de l'air chaud. Ouais, si ça te garoche de l'eau chaude dans l'habitacle, t'es pas forcément en santé. Après, tu sors et tu gèles. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas comment c'était chauffé. J'ai déjà vu un intérieur, mais je suis jamais embarquée dans ça. Mais ouais, ça a révolutionné le travail du bois. Merci, monsieur Bombardier. Puis on en voit là, donc là, je pense c'est peut-être un B12, lui, ou un B9, B6, on verra. Mais non, super intéressant de voir comment des Québécois et puis, ont pu révolutionner justement le travail des hommes. Oui. Voilà, OK. c'était ma petite aparté. Merci. Très bonne intervention. Used extensively on secondary and main hauls. And as the snowmobile, the trucks are supplied by a horse pre-haul. New methods in truck hauling and loading continue and add to progress in the woods. The truck pallet system is a big step, and here is a pallet being loaded. When the truck arrives at the pre-haul landing, the pallet is dropped, which takes only a few seconds. This places the truck platform at ground level. Donc là, c'est une archive qu'on a déjà regardé un petit peu, mais là, on voit comme la suite. On avait vu le début au dernier épisode. C'est Opération forestière à Forestville, dans les années 60 de la Société historique de la route Côte-Nord. principale de Forestville avec rien autour. Puis, donc, c'est juste un petit rappel. Tu vois, là, il y avait des camions, ils ramènent son bois là, pour l'amener jusqu'aux rivières où il va y avoir de la drave. Soit ils les mettaient directement sur les cours d'eau gelés, ou ils les mettaient comme ça, là, dans la pente qui se rendait jusqu'au cours d'eau. C'est la jetée. Puis en passant, ils jetaient pas juste les bois comme ça, ils jetaient aussi leurs déchets souvent dans les coulées. Puis on attendait au printemps que la glace fonde. Puis là, ben, ils travaillaient soit avec des bulldozers ou avec des systèmes de poulies puis de crochets pour faire descendre le bois jusqu'à la rivière. C'était leur seul moyen de transport. De ce que j'ai compris, la rivière était le moyen le plus économique pour eux. Hein. Oui. Là, attention. Je pense que c'est mon archive préférée. Ouais, je sais. Ben, moi justement, sur ton archive préférée, j'ai des chiffres. Ah oui? Ouais, donc, des chiffres en dollars. OK. Donc, je trouve ça le fun parce qu'on voit vraiment toute la descente des rivières. Puis,
comme je disais, c'est vraiment de qualité. Puis il y a des images de choses qu'on sait que je savais qu'ils existaient, par exemple les écluses, puis ça, puis que j'avais jamais vu aussi clair que ça. Puis la quantité de bois, oh mon Dieu, des montagnes. Donc, cette archive, c'est Drave, écluses et barges à Forestville, du P187, fond Isabelle Larouche-Lavoie, de la Société historique de la Côte-Nord. On est en 1960. Et c'est le coup de cœur de notre archiviste. Moi, j'ai fait mes recherches là-dessus. Très intéressant de... on ne peut pas juger le passé. Je veux dire, on a tous les pays ont fait des erreurs, on a tous utilisé à outrance certaines ressources, etc. Donc, mais si on peut parler un peu des conséquences justement de cette flottaison-là, là, comme on voit sur les rivières, ça a été dévastateur pour la faune, pour la flore, pour les systèmes de courants. J'ai lu qu'il y a des courants de certaines rivières qui ont été complètement métamorphosés dus au billot de bois qui coulait finalement. Donc ça crée des zones de stagnation, des zones mortes, des zones d'accélération de courant qui justement du jour au lendemain changeaient l'écosystème des rivières. Et dans des chiffres un petit peu intéressants, on estime que retirer les billots par centaines de mètres carrés, c'est entre 1 000 et 5 000 $. Ça, c'est juste de retirer, ce qui est des fois très dur. Donc, on estime que, par exemple, sur la rivière Saint-Maurice et la rivière Gatineau, c'est des millions de dollars. Oui. C'est des millions et des millions pour réussir à récupérer un écosystème viable, que ça soit à nouveau pêchable, etc., etc. Mais tu sais, comme je dis, tu peux pas juger le passé. Parce que déjà, on ne savait pas, de un. On ne pouvait pas prévoir que là, on est en 1960, donc dans 60 ans, on ait ces conséquences-là. C'était impossible à prévoir. Et puis, il fallait bien faire du cash. Oui, il n'y avait pas d'autre moyen d'amener le bois jusqu'aux usines. Fait que, aussi, oui. fallait que ça y aille d'un moyen ou d'un autre. Non, c'est ça, c'est. Puis, pour eux, la drave servait aussi à... Il y avait une économie au niveau de l'écorçage parce que les bio, en trempant dans l'eau, puis en se cognant, l'écorce s'en allait. Ouais, ça crée de la pulpe. Rendu à l'usine, non, la pulpe, c'est rendu plus loin à l'usine. Ah ouais? C'est vraiment juste parce qu'avant de mettre pour créer la pulpe puis passer dans les meules, les billes de bois, il fallait enlever l'écorce. Okay. Donc là, ils s'en enlevaient en grande partie. C'était pratique. En étant dans l'eau. Et puis, on va pas juger, on n'aurait pas eu ces superbes images. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu dis les bio de passer dans les rivières, ça a eu des impacts, mais tu sais que des fois, c'est l'homme qui modifiait les rivières pour que les bio passent mieux. Ah ouais? Moi, j'ai entendu dire une certaine rivière pas loin de mon chalet. Ils l'ont boulé. Ils ont passé le bulldozer dans la rivière pour être sûr que les bio de bois passent comme il faut. Ils l'ont quoi? Boulé. Boulé? Un bulldozer, ça boule. Ça boule, OK. Donc, ils ont tout arraché là, pour faire vraiment un beau canal. Puis, quand je regarde des cartes anciennes, ça, c'est des théories que je n'ai pas encore prouvées, mais je regarde des cartes anciennes et des cartes actuelles. Puis, j'ai certains lacs qui ont changé de forme. Notre enquêtrice est sur le coup. Et puis, ça serait tout à fait logique qu'il y ait un canal qui ait apparu à cet endroit-là, qui a été creusé pour passer les billots de bois parce que c'était vraiment une baie puis le bois devait rester pris. Fait que j'ai une forte hypothèse comme quoi que les lacs ont été complètement transformés. Bouchés d'un côté puis un canal à un autre endroit pour passer le bois. Incroyable. Encore une fois, on n'aurait pas eu l'économie qu'on a aujourd'hui. Donc, il fallait passer par là. Exact. Je ressors mon allocution là, de. Oui, ressort ton allocution de monsieur. De monsieur Léo Gagné, le directeur de la Société forestière d'Omtar, à l'occasion de la fermeture des opérations du flottage du bois de la rivière Aura le 7 novembre 1974. Lui, il nous dit, pendant le flottage de bois seulement sur cette rivière-là, qui a eu lieu pendant 48 ans, il estime qu'il y a environ 100 000 kilomètres de long, quand tu mets les billes de bois bout à bout, là, 100 000 kilomètres de long de bois qui auraient passé dans la rivière. Puis c'était des centaines d'hommes là, qui travaillaient au début de la drave pour juste ce cours d'eau-là. Puis vers la fin, là, c'était 50 hommes, la dernière drave. 3 fois la surface de la Terre, le tour de la Terre en rivière. C'est fou. C'est-tu un barrage? Oui. En fait, ils faisaient des écluses sur les rivières pour gérer le débit parce qu'ils attendaient au printemps pour la crue des eaux pour qu'il y ait du courant puis que les arbres s'en aillent assez vite puis qu'ils ne restent pas coincés sur les berges. Mais à certains moments, c'était comme impossible où ils voulaient avoir un plus gros débit pour les plus petits ruisseaux surtout. Donc, ils construisaient des écluses sur les rivières pour retenir l'eau, retenir les bio jusqu'à temps qu'il y ait assez d'accumuler. Puis là, on ouvrait l'écluse.
Puis avec la vague d'eau que ça faisait, ben, ça poussait les bio pour être sûr qu'ils ne restent pas coincés. Là, tu vois, ils sont en train de l'ouvrir. C'est vraiment un système, là. Il était presque tout construit de cette manière-là, les écluses. Incroyable. Et ils étaient quand même assez innovants, tu sais, on va se le dire. Je veux dire, les gars, ça a envoyé, quoi. Mais tout ça, petite question, c'était autorisé par qui? Le gouvernement du Québec faisait des autorisations ou c'était vraiment tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait là-dedans? Ben, les compagnies forestières possédaient des concessions. OK. Puis je pense que ils étaient comme, on pourrait dire, propriétaires. Je pense pas que... Ben, peut-être qu'à un certain point, il a fallu des autorisations du gouvernement Bah, pour c'est des sûr, tu choses. sais, propriétaire veut pas dire fais ce que tu veux. Mais en même temps, c'était nécessaire pour le transport du bois. Fait que Mhm. je sais pas à quel point il y avait besoin d'autorisation. Ouais. C'était une autre époque, Ouais. une autre mœurs, des autres mœurs. Là, tu vois, les billes de bois sont retenues par un boom ou un baume qui était comme plusieurs billes de bois attachées bout à bout. Puis ça faisait comme une barrière. Fait que là, pour pas qu'ils cognent dans l'écluse, on les attachait comme ça. Puis là, il est en train d'ouvrir son Là, il est en boom. train de libérer des bébés bio. Ouais. Pour qu'ils puissent retourner à l'état sauvage, dans le fond. Poursuivre leur périple Leur périple. dans la rivière. On a une idée de... Ils étaient obligés de construire les scieries ou les dépôts à un certain nombre de kilomètres. Enfin, le bois pouvait flotter indéfiniment. Si, mettons, il y avait 150 kilomètres à faire de flottage, ou non, ils mettaient des points de... Je pense pas qu'il y avait de limite vraiment Non. jusqu'à l'usine, en autant que tu es sur le même bassin versant pour que Alors ça sente. moi qui ai découvert la mouche noire en arrivant au Québec, là, je le sais, c'est le paradis là-bas. Je la reconnais. Tu sais que ça faisait partie des critères un peu sur... Résister aux mouches noires? Non. Ou construire son dépôt ou construire son camp. On faisait quand même attention de ne pas se mettre dans un marécage pour se donner une chance. Ok, ouais, pour éviter... Parce que, tu sais, oui, il bûchait l'hiver, mais tu sais, le temps de construire puis tout, ben, il était comme... J'ai lu ça quelque part. En même temps, t'es en train de travailler, t'es dans le bois, il fait 40 degrés, tu te fais bouffer par les mouches. Moi, j'aurais abandonné au bout de 2 heures. Ah non, les gens, ils étaient forts. Ça Puis on prenait... Puis on s'entend l'endurance. qu'au Québec, les maringouins, c'est des aigles. Le gars, on voit vraiment la vague de bois qui descend. Je trouve ça vraiment beau. Je pense que c'est... T'avais intérêt quand même à voir l'info. Imagine, toi, t'es en train de pêcher de l'autre côté, là. Tu t'attends à rien, puis là, t'as une marée de billots de bois qui te... Ouais, mais en même temps, t'es au printemps, tout le bois est transporté par drave. Mmh. Tu sais à quoi t'attendre, là. Tu C'est cueilles pas pas une de surprise. Tu Oh cueilles- mon Dieu. C'est comme tu cueilles pas de champignons pendant la chasse à l'orignal. Genre. Ouais. Puis, tu sais, des fois, il y avait des obstacles infranchissables par la drave où c'était plus simple comme ça. On construisait des dalles. Là, ici, c'est une vidéo qui arrive encore une fois de la Côte-Nord. Oui! Dalles humides et chargement des barges de P187 font Isabelle Larouche la voie en 1960. Ouais. Il y en avait une aussi ici, là, à Saint-Thomas-Didyme, une dalle qui partait Ok. du lac à Jim jusqu'à la rivière à Chouette-Mouchouane. Elle faisait 11 km, je pense, de long. Mais c'était utilisé. Il y en avait un petit peu partout là, de construit. Ça permettait... On recréait une mini-rivière, dans le fond, pour transporter les billots. C'était comme une glissade. On peut pour les inviter nos auditeurs à aller visiter justement celle-ci qui est à Forestville. Il y a encore une partie de la dalle qui est... On peut marcher à côté, tu as un sentier pédestre. Ah, c'est cool. Donc, Ouais, j'ai puis tu as un petit camping en bas, là, à droite, où tu peux pêcher le bar rayé. Oh. Donc, tu peux visiter la dalle, te balader dans le chemin pédestre, pêcher du bar rayé et dormir. Eh. Merci pour cette publicité touristique. Ah, mais oui, je suis payé par Forestville. Hein. Faut le savoir. D'ailleurs, c'est le moment de me faire le chèque. Non. Vous m'écoutez? Mais puis là, ben, ce qui est spécial là, sur la Côte-Nord, on voulait pas que les bio aillent dans le fleuve, je suppose. Bah non. Donc, la dalle apportait les bio jusqu'au bateau. Puis on les mettait sur des gros bateaux, des grosses barges pour se rendre jusqu'à l'usine. Ouais, bah, c'est sûr. Dans le fleuve, avec tous les bateaux qui passaient là, parce que, je sais pas, tu y es déjà allé, je t'apprends rien. C'était des gros bateaux. Oui. Encore, on voit la sécurité. Le monsieur sur le rebord en train de tenir une chaîne en... Mais je pense qu'ils avaient un quota de perte à cette époque-là. Ben, c'est sûr. Mais on repassait quand même, j'ai lu des témoignages, encore une fois, de gens qui, une fois que la draft était terminée sur un ruisseau, une rivière, ils envoyaient quelques gars passer pour ce qui était récupérable, ben ils le récupéraient. Là. Ils essayaient d'en laisser le moins possible. Mais tu sais, quand tu vas sur un lac qui a eu de la drave, comme par exemple à mon chalet, ben des bio de 8 pieds ou de 4 pieds, j'ai les deux sortes. Il y en a partout. Là. On peut pas se baigner sans piler sur des bio. C'est des centaines et des centaines.
C'est ça. Ça fait partie du décor. Puis, Petite question. oui, Sur le lac Saint-Jean, oui. c'est-tu vrai qu'il y a eu du travail qui a été fait énormément pour retirer tous les bios qui étaient dans le lac Saint-Jean? Je sais qu'il y en a eu sur la rivière Péribonka. Ils ont Ouais, nettoyé donc la rivière forcément- Péribonka. Forcément, ça a été... Le lac Saint-Jean, j'ai pas la formation. T'as pas l'information. Ça m'intéresse. Il y en a qui l'ont, qui pourraient commenter, justement, nous dire s'ils ont de l'info. Je sais que il y a des billots de bois sur le bord à côté de la sortie Péribonka. Ça, j'en suis sûr. Puis même quand tu remontes la Péribonka en bateau, tu en vois. Donc ça, je suis quasi sûr. Mais comme tu disais, c'est coûteux. Fait que je sais pour la rivière, mais pour le lac Saint-Jean, je sais Tu pas. sais pas, hein? Mais il en reste, c'est sûr. Ah, c'est Parce sûr. qu'on en trouve encore échoué sur la plage. Bah, à mon avis, on en trouvera encore dans 100 ans. Mhm. Puis là, ils sont beaux, hein? Ils ont tous plus d'écorce, ils sont tous lisses, puis ils ont l'air neufs. Moi, j'en reviens pas, là. Ça sonne quelqu'un qui a envie de les ramener chez elle toutes. C'est arrivé. Ok, ouais, je m'en doute. Moi, j'ai une petite anecdote. Ma femme aime le bois flotté. Puis une fois, un des propriétaires a acheté un de ces bois flottés. J'essaye de la consoler. J'ai fini entier dans une poubelle à chercher une grande poubelle en acier pour récupérer du bois flotté. Elle en pleure. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'elle va être contente que tu parles de ça? Oui, Ok. parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Elle s'excuse encore. De ressources en richesse du P024, Fonds compagnie James McLaren, de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. J'ai la même vidéo, mais en anglais, qui vient d'Histoire et archives Laurentides, puis d'une autre compagnie forestière aussi. Fait que c'était comme un vidéo comme un peu promotionnel de Ok, ouais. l'industrie des pâtes et papiers. Là, ça, c'est une fois, dans le fond, rendu à l'usine. Ok. Le bois, comment que ça fonctionne. Puis, anecdote ou, je sais pas, là, un indice, je sais pas comment appeler ça, mais ça donne qu'à la Société d'histoire, il y a vraiment, vraiment pas longtemps, on est allé visiter la papeterie, ici, du secteur d'Olbeau, parce que 1927, c'était la fondation et 2027 arrive bientôt. Ouais. Fait qu'il va se passer des choses. Oh, tu utilises quelque chose? Puis on a visité l'usine, puis cet extrait-là, avec les séchoirs pour la machine à papier, c'est pareil, c'est fou. Ça n'a pas changé? La machine numéro 5 ici, là, c'est le même genre d'installation de système avec les petites stations, c'est vraiment... Quand je suis arrivée sur cette vidéo-là, après avoir visité, j'étais comme « Oh my God, c'est pareil! C'est la même chose, ça n'a pas changé. » Ouais. Donc, dans le fond, on l'a dit, là, le bois servait surtout à l'industrie du papier, fait qu'il était amené à l'usine, il était réduit en pulpe. Ok. Tout haché là, dans les meules, puis mélangé là, un procédé chimique, puis tout. Puis on le passait dans la machine à papier pour faire des gros rouleaux de papier. Ouais, le virage numérique a fait très mal aux usines de pâte et papier dans le monde entier. Très compliqué. Mais bon. On a encore des livres. Des quoi? Des livres. Ben oui, on a encore des livres. C'est les journaux, ouais, c'est ça. Ouais, c'est les journaux. À cette époque-là, c'était surtout pour les journaux. Mais... Donc là, il est en train de faire des petits mélanges. Oui, c'est comme... il y avait des chimistes là, pour quand même que le mélange de la recette soit bonne. Je pourrais résumer ça comme ça. On sent que tu es connaisseuse de... Oui. C'est pas parce que je l'ai visité une fois que je connais ça tant que ça. Mais non, mais c'est vraiment un procédé chimique. Puis tu sais, on va voir plus loin dans cette vidéo-là, on voit tout ce qui était fait à partir. Ça m'impressionne toujours les Du gens qui papier. regardent des écrans en disant... C'est pour la caméra. Ouais. Donc, c'est ça. Ici, on nous dit là, qu'on faisait des journaux, Mhm. des tapis. Peut être converti en tapis et en Il a l'air confortable, ce tapis. produit. Je trouve ça drôle parce que c'est tous des formats d'archives qu'on reçoit. Tu sais, c'est des vieilles affaires, mais Tu reçois on des- est spécialiste en numérisation de ces formats en passant à la il faut en Société parler, d'histoire. c'est sûr. Oui. Si vous avez des trésors dans votre cave, dans votre grenier, chez mamie, c'est le moment. Pensez à nous. Mm. On a eu beaucoup d'archives qui viennent justement de compagnies, etc. Mais on a quand même des archives qui viennent du public, des gens qui retrouvent des trésors. Mettons, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère avait travaillé dans tel ou tel endroit, puis avait eu de la captation, et puis on les retrouve. C'est quand même super Ouais. intéressant Ouais. de voir que les gens, les gens continuent de garder ça. Et puis, ça a une durée de vie, alors pensez à nous.
Avant toute fabrication, on expérimente, on met au point. Voici un beau spécimen de pâte blanchie. Ici, la pâte devient du textile. Si elle n'est pas blanchie, la pâte garde la teinte foncée des fibres de bois qui la composent. La pâte commerciale, dont la fabrication est soigneusement surveillée, est séchée C'est et un smicée. film sur l'histoire de l'impression qui vient du P001, Fonds Compagnie Roland, Histoire et Archives Laurentides. Donc, tu sais, tantôt, j'ai dit, on a le même vidéo, mais dans Ouais, l'autre ouais, langue. ouais. Ouais, c'est ce fond-là. OK. Donc, c'est vraiment un documentaire sur l'histoire de l'imprimerie. Puis je trouvais ça quand même le fun parce qu'on voit des vieilles presses puis tout ça. là. Although these had grown in number, they had changed a Praetor. little in design since the days of Gutenberg, 300 years before. Quand même super intéressant. hein. All that had Oui. happened was that the central screw had been replaced by a series of levers. On a l'année de cette archive-là? Année inconnue. Ouais. Nos petits enquêteurs, c'est le moment. C'est ça le problème, souvent, ces films-là d'entreprise, ben c'est pas comme quelqu'un qui a sa bobine puis qu'après sa boîte, il a écrit Noël 1960. Ouais. C'est- On a que trop peu d'informations et puis ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que ça devait coûter ça devait être très cher à produire quand ils pensent parce que tu sais, je veux dire, tu travailles avec des bobines tous les jours, tu connais un peu le prix à l'époque aussi de combien ça coûtait, les enregistreurs, etc. Puis ils investissaient quand même pas mal hein, pour ces films d'entreprise-là. Oui. La notion de promotion, je pense que quelqu'un qui étudie justement dans la publicité ou dans la communication devrait être intéressant de savoir c'était quoi les enjeux stratégiques de ces vidéos-là. Ouais, c'est cool. Ouais, je pense que ça pourrait être sympa. hein. Je sais pas, là, ça m'a fait penser, tu parlais des compagnies puis tout ça. On a une vidéo, je pense qu'elle n'est pas sur la voûte parce qu'elle n'avait pas l'intérêt d'y être. Mais ils ont filmé une mise en situation de drave. Ils ont vidé de l'eau sur le plancher de béton. Puis ils avaient construit des petites écluses, des affaires. Puis là, ils regardaient le comportement des choses. Puis tu sais, ils ont filmé, là, puis c'est un film qu'ils ont gardé. C'était vraiment une expérience. C'est quand même intéressant. Peut-être que je vais le mettre finalement. Je pense qu'à mon avis, tu dois le mettre, oui. Je vais aller le trouver. More and more newspapers were wanted. The Times had been started in 1785. Koenig's new machine, installed in 1814, turned out 1,100 prints an hour. 1827, 5,000. Donc, ça termine notre petit voyage dans le monde de la foresterie qu'on a fait sur 2 épisodes. Ce beau voyage, ouais. De la coupe jusqu'au papier. Et puis moi, j'ai appris plein de choses parce que c'est quand même quelque chose que je maîtrise pas. Je suis vraiment content d'avoir appris tout ça avec toi aujourd'hui. Puis n'hésitez pas, allez voir sur la voûte. Donc, maintenant, la voûte.tv est gratuite aux gens qui souhaitent y accéder. Il suffit d'avoir un compte BANQ qui est gratuit. Puis, via les ressources en ligne, on est capable d'aller sur la voûte tout à fait gratuitement pour accéder à l'entièreté de nos plus de 1000 archives qui sont en ligne. Puis sur la voûte directement, en plus, on peut retrouver le système pour ouvrir un compte BANQ et pouvoir accéder à la voûte. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir... merci à toi, Marie-Chantal. Merci, Alexis. On va pouvoir se retrouver bientôt pour l'épisode 3. Ouais. Qu'est-ce que ça va couvrir, l'épisode 3? Ça va couvrir notre histoire un peu plus locale ici, là, nos archives de la MRC Maria-Chapdelaine. Ah, bah super. Hâte d'en apprendre plus. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.
Bonjour, mon nom est Michael Gaudreau. Je suis propriétaire de Gaudreau Mini-Mécanique ainsi que Gaudreau Boutique. Gaudreau Mini-Mécanique est une entreprise qui est existante depuis plus de 12 ans, fondée en 2011. Gaudreau Boutique a été fondée en 2021. Nous vendons les produits forestiers, jardins, style, Husqvarna, Eco, Cop Cadet et plus encore. Du côté de Gaudreau Boutique, on vend aussi les produits FXR, Hooké, tout ce qui est produit de moto, plaisance, le prêt à porter pour monsieur, madame, tout le monde, des enfants aller jusqu'aux adultes. Chez Gaudreau Mini-Mécanique aussi, nous offrons la vente et réparation de produits forestiers et jardins. On répare tout ce qui est petits moteurs de chaloupe, moteurs 2 temps, 4 temps, Spider, VTT, tout ce qui touche à la mécanique de moteurs à essence, ainsi que les produits électriques de marque style Ego, ainsi que Husqvarna. L'achat local, pour moi, c'est important. Je dirais que dans mon entreprise, chaque chose que je peux trouver localement, je le fais. C'est sûr que c'est pas tout le temps facile. L'avantage de l'achat local ici, c'est que on achète, puis le lendemain, on l'a. Gaudreau Mini-Mécanique ainsi que Gaudreau Boutique s'implique beaucoup là, en dons, en commandite pour tous les festivals, ainsi que la Fondation de l'hôpital. On redonne beaucoup à la communauté, là. Je pense qu'il est important. Étant donné que l'achat local, le monde achète beaucoup ici, ben mon devoir, c'est de redonner à la communauté. Et quand il y a un client qui se présente, qui vient acheter, par exemple, un tracteur, ben quand il revient pour une commandite pour le soccer, ben moi, je trouve que c'est du donnant-donnant. C'est ce qui est important. C'est quand la personne achète toujours à l'extérieur, ben ça devient plus dur un peu de donner, mais c'est ce qui est, dans mes valeurs, là, c'est ce qui est important. D'acheter local, on redonne au local aussi. C'est de l'argent qui se brasse ici en région, et je crois que tout le monde devrait prendre cet exemple. L'achat local, c'est un gros plus pour nous. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.